Alors, on va commencer donc, comme je vous disais, sans plus attendre, la présentation. Diabète de type 2 et alimentation, quelle approche nutritionnelle pour inverser le diabète? La présentation donc, va s'articuler selon les différentes parties suivantes. On verra dans un premier temps une petite introduction avec des rappels de physiologie, physiopathologie et des rappels épidémiologiques également. On verra ensuite donc les stratégies thérapeutiques qui existent actuelles. Le paradigme actuel, comme je le disais avant d'ouvrir cette présentation, est donc ce fameux nouveau paradigme de prise en charge du diabète de type 2. Enfin, donc les différentes approches nutritionnelles. Enfin, les conclusions, en conclusion, et puis les ressources, quelques ressources que vous puissiez vous informer sur ce nouveau paradigme, cette approche nutritionnelle donc, du diabète de type 2 assez nouvelle. Et enfin, on finit avec une série de questions-réponses. Voilà, si vous avez donc de quoi noter, allez-y. Prenez un peu de quoi boire, parce que je pense qu'on en a pour une petite demi-heure avant de passer aux questions-réponses. Voilà. Donc, introduction. Donc, la définition du diabète de type 2. Comme vous le savez, donc c'est une maladie chronique dite métabolique qui est caractérisée par un excès de sucre dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Il y a d'autres noms qui ont été attribués au diabète, donc on l'appelle aussi diabète non insulinodépendant, car dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, il est toujours sans insuline au niveau de la stratégie thérapeutique. On l'appelle aussi diabète gras, car souvent, c'est associé à un surpoids, un excès de graisse viscérale. Et enfin, à une autre époque, si j'ose dire, on l'appelait aussi diabète du sujet âgé, car il touchait préférentiellement les sujets, les patients à partir de 50, 60 ans. Mais aujourd'hui, cette appellation est un peu désuète, car on se rend compte que le diabète de type 2 touche aussi les populations les plus jeunes. On voit des adolescents et même des enfants atteints de cette pathologie aujourd'hui. Alors, le diagnostic du diabète de type 2 repose par une mesure de la glycémie à jeun, donc du taux de sucre dans le sang le matin à jeun avant d'avoir mangé. Cette mesure doit être supérieure à 1,26 g sur deux mesures différentes, donc effectuées sur 2 journées différentes, sachant que donc, ces mesures doivent être réalisées dans un laboratoire d'analyse et pas non juste par un glucomètre maison. On peut aussi définir le diabète à partir d'une hémoglobine glyquée ou HbA1c. C'est souvent ce qu'on voit sur les analyses médicales, ce terme hémoglobine glyquée ou HbA1c, qui est supérieur à 6,5%. Il y a aussi une notion très importante, c'est la notion de prédiabète. Prédiabète qui n'est pas, on va dire, connu en tant que pathologie, hein, on parle de prédiabète, et pourtant, c'est peut-être une erreur dans la prise en charge aujourd'hui. On en reviendra tout à l'heure un peu plus loin dans la présentation. Mais à partir d'une glycémie à jeun située entre 1,10 et 1,25 g par litre dans le sang, on peut parler de prédiabète. On aura une hémoglobine glyquée correspondante située entre 5,6 et 6,4. Et surtout, quelque chose de très intéressant, pareil, j'y reviendrai par la suite, on constate une insulinorésistance, qui est en fait, on peut dire, un prémisse de l'installation de ce diabète. Donc l'insulinorésistance. En quelques chiffres, le diabète, c'est quoi? C'est donc 400 millions de diabétiques dans le monde. Ce chiffre s'est multiplié par 4 depuis ces 30 dernières années. On compte à peu près 3,7 millions de morts par an dues au diabète. Alors évidemment, on ne meurt pas directement du diabète, mais on meurt de ses complications. Et l'OMS estime notamment que d'ici 2040, une personne sur 10 sera touchée par cette maladie. Concernant la France, on estime la prévalence de
du DT2 à 4 ou 5%. Donc, je parlais des complications juste précédemment. Donc on trouve de nombreuses complications d'ordre cardiovasculaire avec un risque augmenté d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, des problèmes oculaires, de la cécité, une insuffisance rénale, des neuropathies périphériques, une neurodégénérescence avec l'augmentation du risque de développer une maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer que certains scientifiques appellent même diabète de type 3, et enfin des problèmes de cicatrisation. Donc beaucoup de complications liées à cette pathologie du diabète de type 2. D'un point de vue physiologique, le diabète de type 2 correspond à un trop-plein de sucre dans le corps, dans l'organisme. Donc ce n'est pas uniquement un excès de sucre dans le sang, ça je tiens à le souligner, c'est une surcharge vraiment dans les organes, dans les tissus, dans les cellules, une surcharge de sucre, de glucose. Donc on a cette notion de glucotoxicité qui est importante, donc qui provoque toutes ces complications secondaires qui visent tous les différents organes, donc le cerveau, le cœur, les artères, le rein, les yeux, les nerfs. Donc c'est cette glucotoxicité qui provoque les complications du diabète de type 2. Et donc ce phénomène de trop-plein de sucre dans le sang est lié très simplement à une alimentation trop riche en glucides, couplée souvent à une activité physique insuffisante. Alors, quelques rappels physiologiques pour voir ici le rôle de l'insuline que je parlais tout à l'heure. Lorsque vous mangez, sur ce graphique, vous voyez deux courbes, une courbe rouge, une courbe verte. La courbe verte, tout d'abord, ça correspond donc à l'élévation du glucose dans le sang, notamment suite à la prise d'un repas. Donc là, on voit les repas, vous voyez, juste à 8 heures, à midi et à 20 heures. Donc à chaque fois que il y a eu une prise alimentaire, on constate donc une augmentation de la glycémie, du taux de glucose dans le sang. Donc on voit un petit pic à chaque fois de glucose. Et ce pic de glucose est à chaque fois associé à un pic d'insuline. Donc c'est logique, lorsque vous mangez, notamment donc du sucre, des glucides, un repas, vous avez une sécrétion d'insuline qui se fait pour faire entrer ensuite le sucre dans les cellules et qui permet de maintenir un taux de glucose à des niveaux physiologiques normaux. Là, on voit sur ce graphique l'évolution de la maladie en fonction des taux de sucre et d'insuline. Alors, pour vous expliquer un peu, lorsque vous regardez au niveau du début de la maladie, la glycémie est toujours en fait à des niveaux raisonnables. Pourquoi? Parce que le pancréas qui sécrète l'insuline a encore une capacité de réponse. Donc c'est pour ça que vous voyez la courbe de l'insuline qui augmente. Elle augmente fortement pour pouvoir stabiliser les taux de glucose dans le sang. Mais par la suite, on constate donc que cette sécrétion d'insuline diminue. C'est là que en fait, le pancréas s'épuise et par la suite, donc, la sécrétion d'insuline diminue et les taux de glucose dans le sang augmentent. Et là, on diagnostique donc la maladie diabète de type 2. Donc, on voit ici l'importance et la possibilité surtout de diagnostiquer de façon précoce le diabète au stade de prédiabète par mesure de la glycémie. Il y a aussi d'autres paramètres qui sont associés, donc le poids, le tour de taille,
les marqueurs du syndrome métabolique et surtout cette fameuse insuline. Lorsque vous avez donc une insuline qui a tendance à être élevée, on peut suspecter un début de diabète. Et ça serait très intéressant, même je dirais pas ça serait plus que pertinent d'intervenir à ce moment. Donc voici différents scores. Là, on va passer rapidement sur cette diapositive, mais c'est un score qui permet d'évaluer l'état de prédiabète. Donc, on passe à la partie stratégie thérapeutique. Alors, au moment du diagnostic, donc au moment où le diabète de type 2 est diagnostiqué, donc avec des taux de glycémie supérieurs à 1,26 g, on parle d'abord de mesures hygiéno-diététiques adaptées. Alors j'insiste sur le mot hygiéno-diététique, mais surtout l'adjectif adapté. Il est nécessaire toujours de commencer par un changement de l'alimentation et une augmentation de l'activité physique, selon les recommandations. Et si ces mesures ne suffisent pas, on passe à un traitement médicamenteux. Donc, toujours par un médicament, donc une monothérapie. Et si cela ne suffit pas, ensuite, on passe avec le temps à une bithérapie, trithérapie et jusqu'à avoir de l'insuline. Bien sûr, à chaque fois qu'on a un traitement médicamenteux, cela ne dispense pas donc d'avoir une alimentation toujours adaptée. Voici les différents traitements qu'il existe. Donc, il y a la metformine qui est souvent donnée en première intention. On a les sulfamides hypoglycémants, l'insuline, etc. Donc, c'est les différents traitements qui existent avec leur schéma de prise, les risques éventuels d'hypoglycémie ou de prise de poids aussi, ce qui est fort possible avec tout ce qui est insulinosécréteur et insuline. Alors, sur cette diapo, alors excusez-moi, elle est un peu petite. On voit ici l'arbre décisionnel pour donc traiter le diabète de type 2. Mais quoi qu'il en soit, donc, avant l'instauration d'un traitement médicamenteux, il est indispensable de proposer toujours des modifications du mode de vie, donc modifier les habitudes alimentaires des patients, essayer de lutter contre la sédentarité en augmentant l'activité physique, toujours adapté au patient en fonction de son histoire de vie, de ses pathologies associées, etc. Donc, et ça nécessite toujours donc l'accord du patient pour avoir un maximum d'observance, bien évidemment. Alors le paradigme actuel, selon beaucoup de scientifiques maintenant, aujourd'hui, des médecins spécialistes dans le diabète de type 2, il est clairement établi que la prise en charge du diabète est beaucoup trop tardive, dans le sens où le diagnostic se fait de façon beaucoup trop tardive. Ce qui peut expliquer donc dans un premier temps un échec des mesures hygiéno-diététiques, car la maladie est déjà beaucoup trop avancée, mais aussi l'échec de ces mesures viennent probablement tout simplement que ces mesures ne sont pas adaptées. Il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de nutrition, à la fois pour les professionnels de santé, médecins traitants, infirmiers, pharmaciens, diététiciens même, et aussi un travail de formation, d'éducation plutôt, que je veux dire, des patients. On voit aussi dans ce paradigme actuel que les traitements médicamenteux sont vraiment, on va dire, plus ou moins efficaces. Ils permettent certes de contrôler la glycémie, mais ne permettent pas, à l'heure actuelle, de guérir la maladie ni de la faire régresser. Le paradigme actuel dit que le diabète de type 2, c'est une maladie donc au développement lent, insidieux et souvent irréversible.
Cette diapo-là, juste encore pour vous repréciser cette histoire de prédiabète et son importance. Lorsque vous découpez en fait cette diapo en deux parties, donc à gauche et à droite, donc à gauche de la diapo, on est à un stade encore de prédiabète. Vous voyez bien ici en rouge la sécrétion d'insuline, donc qui augmente par le pancréas pour maintenir des taux de glucose à des niveaux convenables et physiologiques. Et lorsque les cellules bêta du pancréas commencent à décompenser et à s'épuiser, on constate donc que la sécrétion d'insuline diminue et que dans un même temps, donc, la glycémie augmente. C'est à ce moment-là qu'on va diagnostiquer le diabète. Mais peut-être que ce moment-là, c'est déjà, on va dire, un peu trop avancé, voire trop tard. Donc pourquoi l'échec des mesures hygiéno-diététiques? Sans doute que les recommandations actuelles ne sont pas adaptées. Il y a une formation insuffisante des professionnels de santé, comme je le disais précédemment, mais aussi un manque d'éducation des patients peut-être. Euh, la nutrition, c'est une véritable discipline et celle-ci n'est que très peu abordée pendant le cursus universitaire des professionnels de santé, donc médecins ou pharmaciens. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur la maladie, mais aussi sur la nutrition. Et aussi, enfin, un manque d'accompagnement certain des patients dans leur prise en charge de la maladie, notamment dans le changement du mode de vie. Alors, lorsqu'on fait un zoom sur les recommandations alimentaires actuelles, ici on est sur une petite diapo de amélie.fr, le site de la sécurité sociale. Pour les recommandations du sujet diabétique au niveau alimentaire, on constate donc qu'il faut bien manger 3 fois par jour, avec à chaque fois des repas composés donc de féculents, donc de glucides. J'ai entouré d'ailleurs, vous pouvez le voir, un peu de brioche le matin, du pain à midi, un bol de riz le soir. Pour les recommandations ici, on est sur un site infodiabète.com qui recommande donc de manger 3 fois par jour. On peut se passer d'un goûter. Il recommande évidemment une activité physique quotidienne et en boisson, bien sûr, de l'eau et éviter tout ce qui est soda et boissons sucrées. Et là, j'ai entouré donc les glucides qui doivent représenter environ 50% de l'apport alimentaire. Enfin, sur le site de diabète.fr qui recommande au sujet diabétique de manger entre 50 à 55% de glucides par jour. Alors on voit très bien que ce soit sur Amélie, sur le précédent site ou celui-ci, vous voyez que les recommandations sont toutes un peu les mêmes et elles recommandent de manger beaucoup de glucides. Or, on voit bien l'échec de ces mesures, en tout cas à quoi elles mènent par rapport à l'évolution de la maladie. Donc il est nécessaire de prendre les meilleures décisions médicales possibles, à condition d'en avoir la connaissance et la formation. Donc je réinsiste sur le fait qu'il y a vraiment une carence chez les professionnels de santé en nutrition et même dans les recommandations actuelles. Donc, ce qui est très problématique dans une maladie comme le diabète de type 2. Donc le diabète de type 2 est une maladie évolutive selon le paradigme actuel. Donc c'est une maladie évolutive même pendant son traitement. La mise sous traitement injectable est donc nécessaire avec le temps et le recours donc à une injection est une étape normale dans le traitement de la maladie. Donc ça c'est sur le site du vidal.fr. Et pourtant, le diabète de type 2 est bien réversible. Donc, le diabète de type 2,
ce n'est pas juste un excès de sucre dans le sang, donc une hyperglycémie, mais comme je le disais précédemment, c'est un excès de sucre dans tout le corps. La prise en charge actuelle au niveau thérapeutique est uniquement et purement symptomatologique. Elle vise juste à normaliser la glycémie et l'hémoglobine glyquée. Mais il faudrait surtout résoudre le problème de trop plein de sucre dans le corps. Il y a cette notion de glucotoxicité qui est vraiment importante. L'hyperglycémie n'est qu'une manifestation apparente de la maladie, mais finalement, cet excès de glucose dans le sang, c'est elle qui est responsable de la glucotoxicité, donc de cette accumulation de sucre dans les cellules, dans les organes, dans les tissus qui provoque toutes les complications qu'on connaît. Alors, il existe aujourd'hui des preuves irréfutables que le diabète de type 2 peut se renverser. Donc, il y a de nombreuses publications scientifiques maintenant qui l'attestent et qui le prouvent. Je vous ai mis dans la série de diapos qui vient une petite compilation d'études. Si vous souhaitez que je vous les envoie, n'hésitez pas. Vous me laisserez votre mail et puis je vous les enverrai avec grand plaisir pour que vous puissiez les lire. Elles sont globalement simples à comprendre. Pas besoin de rentrer dans le détail des publications. Vous pouvez juste lire les résumés ou les conclusions. Vous en saurez assez avec ça. Donc, il y a différentes approches avec l'approche calorifique, avec cette étude notamment. Vous avez des méthodes aussi comme le jeûne intermittent, couplé bien sûr à des mesures hygiéno-diététiques. Et on parle même de médecine de mode de vie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment modifier, si vous voulez espérer inverser un diabète de type 2, il faut vraiment miser sur une réforme complète de l'hygiène de vie, donc une réforme complète de l'alimentation et de l'activité physique. Alors nous allons maintenant aborder les différentes approches nutritionnelles qui existent. Mes petites mises en garde avant, donc avant d'entamer quelques régimes, que ce soit toujours avoir l'accord de votre médecin traitant ou de votre endocrinologue. Et aussi, il est indispensable d'être accompagné par un professionnel de santé donc compétent et expérimenté dans la maladie diabète de type 2. Et aussi, la collaboration est très importante entre le sujet diabétique et l'accompagnant, excusez-moi. Donc, d'autant plus dans le diabète de type 2, que ce soit dans d'autres maladies, mais particulièrement dans le diabète de type 2, car il peut y avoir des risques d'hypoglycémie chez les patients qui sont traités notamment par insulinosécréteurs ou par insuline. Donc les différentes mesures nutritionnelles qu'on trouve, on va y revenir une à une. Donc il y a le régime hypocalorique, le régime IGBA, le régime LCHF, le régime cétogène et enfin le jeûne intermittent. Et toutes ces approches nutritionnelles sont bien sûr, évidemment, toujours accompagnées d'une activité physique adaptée. Pour le régime hypocalorique, le principe, donc c'est très simple, vous le connaissez sûrement déjà, ça repose sur un apport calorique qui doit être inférieur aux dépenses caloriques journalières. Donc les avantages de cette approche, c'est que elle est relativement efficace et elle permet une perte de poids plus ou moins importante. Mais les inconvénients peuvent être nombreux, donc vous avez une restriction qui peut être importante au niveau alimentaire, générant de la frustration, de la fatigue à moyen long terme, avec un ralentissement du métabolisme qui peut être problématique, et donc avec un effet rebond avec le temps, donc difficile à tenir dans la durée. Vous avez aussi
dans les approches qui ont montré leur efficacité dans l'inversion du diabète, l'approche IGBA, c'est-à-dire à indice glycémique bas. Cette approche permet de perdre du poids, est plutôt facile à instaurer et génère peu de frustration. Concernant les inconvénients, elle nécessite quand même un certain apprentissage et à apprendre à détecter les aliments à indice glycémique élevé qu'il faut limiter au maximum. Et c'est une méthode assez efficace, mais qui, à mon sens, ne suffit pas à elle seule. Ensuite, vous avez le régime LCHF pour Low Carb High Fat. Donc, c'est une alimentation qui est très pauvre en glucides. Il faut ne pas dépasser 100 grammes de glucides par jour. Et en contrepartie, on augmente la proportion de lipides, c'est-à-dire de bonnes graisses alimentaires, tout ce qui est poisson gras, donc oméga 3, oméga 9. Donc, elle présente l'avantage de favoriser une perte de poids assez intéressante. L'instauration est relativement facile et c'est une méthode plutôt efficace. L'inconvénient, c'est toujours l'apprentissage et peut-être la génération de frustration dans le temps, notamment pour ceux qui ont vraiment une tendance à manger très sucré avec plus ou moins des addictions au sucre. Enfin, vous avez le régime cétogène, qui est une version plus poussée de la version LCHF. Cette fois, les glucides ne doivent pas dépasser 20 grammes par jour, soit à peu près 5% de l'alimentation au global. On augmente encore plus les protéines et les lipides de bonne qualité. La perte de poids peut être très importante, donc c'est une méthode très efficace. Ce qui va être compliqué, c'est toujours l'apprentissage. Il va falloir aussi s'adapter d'un point de vue physiologique. C'est un régime très strict et du coup, au niveau des inconvénients, il y a aussi la composante sociale qui n'est pas à négliger. Lorsque vous êtes invité à des restaurants ou à d'autres événements festifs, les mariages, les anniversaires, etc., ça peut être très problématique pour les personnes qui suivent un régime cétogène. Vous avez enfin le jeûne intermittent, qui n'est pas un régime à proprement parler, mais plutôt une technique qui d'ailleurs se popularise de plus en plus. Cette technique consiste à alterner les périodes d'abstinence alimentaire, qui vont de 10 à 20 heures, avec une fenêtre alimentaire allant de 10 à 10 heures. Excusez-moi, de 10 à 4 heures. L'instauration est relativement facile, elle permet une perte de poids assez intéressante, c'est relativement efficace, mais quelques inconvénients. Alors, inadapté chez les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Elle ne se suffit pas à elle seule et nécessite bien sûr une bonne alimentation. Donc ces différentes approches nutritionnelles nécessitent d'être combinées de façon globale. C'est important de personnaliser cette approche alimentaire en fonction de chaque sujet, en fonction de son traitement, des habitudes de vie, des préférences alimentaires. Tout ça va faire que l'approche nutritionnelle sera bien observée et permettra surtout une efficacité de traitement. Le rôle fondamental de l'accompagnant dans le choix des mesures nutritionnelles en fonction du patient. Par exemple, on va utiliser le jeûne intermittent associé à un régime IGBA ou encore le jeûne intermittent avec le régime LCHF ou encore un régime tout simplement cétogène seul. Donc on va conclure avec cette présentation. Alors vous avez vu, je ne suis pas rentré dans les détails de chacun des régimes, on va en parler tout de suite dans les questions-réponses. Mais le diabète de type 2 donc, est bien réversible.
mais nécessite cependant donc une véritable réforme du mode de vie. Donc, ça nécessite de changer en profondeur l'alimentation, l'activité physique, et on peut espérer donc une inversion du diabète, voire une guérison de cette maladie. La littérature scientifique le montre bien et l'expérience le montre. Euh, il nécessite aussi que les professionnels de santé qui encadrent les sujets atteints de diabète de type 2, euh, qui partent dans cette démarche d'inversion et de guérison du diabète. Euh, Ces professionnels doivent être véritablement expérimentés dans la maladie, mais aussi, autre point très important, c'est la collaboration entre le sujet et les accompagnants. Il faut qu'il y ait une véritable entente et collaboration pour espérer un résultat et une inversion du diabète. Alors voici quelques ressources bibliographiques que je vous donne. Vous avez les lois du diabète du Dr Fung, Inverser le surpoids et le diabète du Dr Bourdieu-Harrois, ou encore le nouveau régime IG. Des livres vraiment très intéressants, relativement accessibles. Je vous invite vraiment à les lire, ils sont vraiment très intéressants. Voilà, on en a fini avec cette petite présentation. J'espère que c'était pas trop long. On va passer aux questions-réponses. Merci pour votre attention. Donc, je réponds tout de suite à vos questions.